Bonsoir Mallory, Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. tu vas bien? Très bien, très bien. Ravie de t'avoir avec nous Mallory pour parler d'hélicoptères de combat et de l'armée de terre. Alors tu sais Mallory, dans ces webinars, on a une petite coutume, c'est qu'on commande par ce qui s'appelle la carte d'identité de l'invité. Et donc du coup, c'est des questions que je te pose assez rapidement pour en apprendre un petit peu plus sur toi. Est-ce que ça te va? Ça me va. Eh bien alors je te propose qu'on se lance. Mallory, quel est ton grade? Alors, je suis capitaine, Quel est ton âge? j'ai 35 ans, Et tu es dans l'armée de terre depuis quelle année? dans l'armée de terre depuis 2012, donc un peu plus de 13 ans. Pas mal. S'il y avait un seul meilleur souvenir à garder de ces 13 ans, qu'est-ce que ce serait? Un meilleur souvenir, c'est délicat parce il y en a tellement. Il y a toujours le premier vol en hélicoptère qui est marquant, puisqu'on se retrouve tout seul très rapidement en formation à être aux commandes. Il y a le premier vol en opération extérieure aussi bien en gazelle. Et là, plus récemment, je dirais peut-être le premier vol en tigre, puisque j'ai eu la chance de passer de gazelle à hélicoptère tigre. Donc, le premier stationnaire, le premier décollage en hélicoptère tigre. Tu nous racontes, c'était dans quel cadre? Comment ça s'est fait? Bien, du coup, moi, ma première machine a été l'hélicoptère gazelle. Et j'ai eu la chance de basculer sur Tigre en 2020. Donc, je suis parti 2 fois en opération extérieure en gazelle. Je suis passé sur Tigre, donc on retourne à l'école, au Canet des Morts, hein, à la base d'école, pour réapprendre une machine avec un cockpit différent, des procédures différentes. Et donc, voilà, dès 2020, je me suis retrouvé à refaire cette formation. Et puis voilà, je suis parti 2 fois en opération extérieure en Tigre et je suis passé du coup chef de bord maintenant. Donc, je suis dans le Tigre, mais derrière, en place gunner. Donc, ça aussi, être aussi en place arrière en responsabilité. Et la première fois aussi, c'est toujours un souvenir marquant. Le moment le plus challengeant, le plus difficile, qu'est-ce que ce serait? Le plus difficile, et je dirais la remise en question permanente, et notamment quand on repart à l'école. Quand on repart à l'école, et en fait, dans l'aviation légère de l'armée de terre, on évolue tout au long de la carrière. Donc, moi, j'ai changé de machine, mais on évolue de pilote à chef de bord, vers chef de patrouille, moniteur. Donc, tout au long de la vie, il faut savoir se remettre en question et repartir un petit peu à zéro, parce que de ne pas s'enliser, on va dire, ne pas rester sur ses acquis. Et donc, retourner à l'école pour devenir chef de bord en environ 4 à 5 mois. Je pense que c'était un beau défi. Et des défis agréables, parce qu'on apprend de nouvelles choses. Donc, on est toujours évalué. C'est un peu comme ça dans nos vies. Mais c'était une bonne chose et je suis bien content maintenant d'être en responsabilité en place arrière. Super, tu vas nous expliquer ça tout à l'heure. Et alors Mallory, moi j'ai une question. Qu'est-ce qui t'a amené à aujourd'hui être dans l'armée de terre? La première fois que tu as poussé la porte d'un CIRFA, c'était pourquoi? C'est parce que tu voulais depuis toujours et tu t'es dit je volerai dans l'armée de terre? C'est parce que tu voulais être militaire? Est-ce que tu avais des parents militaires? Est-ce que tu connaissais cet environnement? Qu'est-ce qui t'a amené à l'armée de terre? Non, je ne connaissais pas du tout cet environnement, parce que je n'ai pas de famille militaire. Mon père a juste fait son service militaire. Et il nous racontait avec mon frère quelques souvenirs qui sont restés très bons. Donc on avait juste cette image-là. Il nous disait toujours que l'armée, que c'était très bien. Mais ça, c'est inexplicable. Au-delà de ça, rien d'autre. Et pourtant, moi, j'ai toujours été attiré par ce milieu, par le fait de pouvoir servir son pays, de porter cet uniforme. Et le rêve a été de voler, de pouvoir voler. Moi, j'ai toujours pensé que c'était impossible, que c'était inaccessible, que c'était un milieu que je ne connaissais pas, donc un peu opaque, un peu fermé. Il fallait avoir des relations, qu'il fallait avoir de la famille, comme tu dis, pour poursuivre un petit peu les traces peut-être de ses parents. Souvent, les pilotes sont fils de pilotes, bon, pas toujours. Moi, j'en suis un des exemples. Et voilà, pour autant, donc être pilote, c'était un rêve. Et surtout être militaire. Militaire, moi, je voulais être officier. Je voulais être officier, je voulais être cadre, sans, sans y connaître grand-chose finalement, mais voilà, j'avais l'idée un petit peu de l'officier, du lieutenant, capitaine, meneur d'hommes, chef de section qui dirige ses hommes. D'accord? Et donc j'avais un peu
cette vision-là qui m'intéressait d'être en responsabilité assez jeune aussi, ça me plaisait beaucoup. Et je voulais conjuguer ça finalement avec le fait de piloter. Initialement, c'était plus l'aviation, parce que je connaissais peu les hélicoptères. Moi, je suis du sud de la France, donc la Seine-sur-Mer, proche de Toulon. Donc la rade de Toulon, c'est plus des bateaux. Donc, je Oui, voyais plus des c'est vrai. bateaux. Voilà. Et pour autant, être marin, c'était pas quelque chose qui m'attirait plus que ça. Et j'ai découvert donc l'armée de terre et les hélicoptères de l'armée de terre, parce que naïvement, je pensais que les hélicoptères, tout ce qui volait, n'était pas forcément dans l'armée de terre, hein, voire plus l'armée de l'air et de l'espace. Et je les ai découverts en poussant les Ouais. cours du CIRPA, quand j'ai peaufiné mon projet professionnel, quand je suis allé voir qu'on pouvait devenir donc, officier avec un bac dans la latte, quand j'ai vu les hélicoptères de reconnaissance et d'attaque, la Gazelle, le Tigre, je me suis dit, waouh, si on Et peut faire ça, pourquoi pas essayer. donc, tu confirmes, au moment où tu pousses les portes, tu n'as jamais volé, tu n'as pas de brevet de pilote ou quoi que ce soit. Exactement. Non, non, c'est vrai que Bon, maintenant, les plus jeunes que je renseigne toujours avec plaisir ont beaucoup plus d'infos que moi à la base. Ils ont tous, pas tous, mais ils passent des brevets d'initiation aéronautique, ce qui est une très bonne chose. Certains sont pilotes privés avion, donc c'est pas un prérequis, hein, mais voilà, ils ont déjà des bases. Moi, effectivement, j'avais jamais volé. Alors en hélicoptère, pas du tout, parce qu'en plus c'est très cher, c'est très compliqué hein, de voler en hélicoptère. C'est pas très accessible. Et en avion, on peut toujours aller faire un baptême en aéroclub, hein, mais c'est vrai que moi, je ne connaissais pas. J'ai appris plus tard qu'il y avait QR, un aéroclub privé, qu'il y avait le Canet des Morts, qui est une base très importante par laquelle tous les pilotes, quasiment, en tout cas de l'aviation légère de l'armée de terre, passent. Donc j'étais quand même dans un bassin où il y avait des hélicos, mais ce n'était pas la première chose. Voilà. C'est possible, sans rien, on peut quand même devenir pilote. tu en es la preuve. Merci, on clôture cette première partie. Du coup, là, on va passer à ton parcours. À quel moment tu pousses la porte d'un CIRPA? Tu nous as dit pour être pilote, il suffit d'un bac. Est-ce que toi, tu as eu ton bac et tu as poussé la porte d'un CIRPA ou est-ce que tu as continué un peu tes études? À quel moment ça arrive? Alors moi, j'ai fait un bac scientifique. Donc, je suis né au mois de septembre, en fin d'année, donc j'avais 17 ans et demi quand j'avais eu mon bac. Souvent, la question qui se pose, c'est surtout la maturité, parce qu'on peut venir avec le bac, c'est le minimum requis. Alors moi, j'avais 17 ans et demi, j'avais peur d'être un petit peu recalé là-dessus. Le milieu, je ne le connaissais pas, donc j'ai découvert la latte quand j'ai commencé à me renseigner aux alentours de 18 ans. Donc, la LAT, Et c'est l'aviation légère. légère, mais l'armée de terre, tout à fait. J'ai raison de préciser. Les bérets bleus. D'ailleurs, je fais une aparté aujourd'hui, c'est la Sainte Clotilde qui est la sainte patronne des bérets bleus, parce que chaque arme a une sainte patronne. C'est les traditions militaires. Et donc, en fait, c'est assez particulier aujourd'hui de pouvoir parler d'aérocombat en cette Sainte-Clotilde. Il y C'était a deux. la petite parenthèse. Et pour revenir donc aux portes, du bureau de recrutement, moi, je m'étais renseigné donc dès que j'avais eu mon bac. Et pour autant, je me suis dit, je ne vais pas y aller tout de suite parce que voilà, il faut que je peaufine il faut que j'en apprenne plus. Je ne connais pas assez. Je n'ai pas la culture peut-être aéronautique nécessaire, donc je vais un petit peu prendre mon temps et je vais valider un diplôme d'études supérieures sur les bons conseils aussi de mes parents. Donc j'ai d'abord D'accord. fait une licence de droit, ce qui n'est pas lié du tout à l'aéronautique, mais c'était un plan B au cas où ça ne passe pas, puisqu'il y a, comme tu l'as dit, il y a des tests de sélection, c'est le bac minimum pour se présenter, mais il y a des tests de sélection sélectifs. Et évidemment, il y a peu d'élus. Donc moi, la plupart des jeunes que je renseigne, ils ont la tête sur les épaules et certains veulent y aller tout de suite, ils sont impatients et pour autant, il y en a d'autres qui se disent, OK, moi j'ai validé un BTS, une licence, un DUT, des classes préparatoires, un diplôme d'ingénieur, parce que c'est de 18 à 32 ans. 32 ans reste la limite haute. Et donc moi, j'ai validé ma licence et à partir de tout du long de la licence, mais on va dire à partir de la L2, début de L3, j'étais un peu plus la tête dans le guidon dans mon projet d'à côté. Je faisais ma licence que j'ai obtenue, mais j'avais vraiment la tête, les yeux rivés sur le projet. Donc, voilà, je m'étais fait un petit programme sportif, mathématiques, anglais, et il me tardait de terminer et de tenter ma chance. On est d'accord que pour être pilote, il faut bien parler anglais. Donc, ça fait partie des Oui, sujets qui sont importants. oui, l'anglais, c'est la langue aéronautique, hein. On a besoin de l'anglais. Et parmi les tests de sélection, il y a de l'anglais, évidemment.
Ok. Donc, tu te prépares en parallèle de ta L3, tu as ton diplôme, tu pousses la porte d'un CIRFA vraiment, et là, tu te lances dans les tests. Est-ce que tu peux nous parler des tests? Alors, les tests, donc chaque spécialiste des armées, de l'armée de terre, a des tests donc, spécifiques pour pilote. Avant ça, il y a des tests dits militaires qui sont communs à tous. On va jauger l'aptitude militaire dans un CSO, un centre de sélection et d'orientation. Et pour être spécifique pilote, il y a des tests qui se passent maintenant à Tours sur 2 jours. Et en quoi ils consistent? Il va y avoir donc des mathématiques de niveau fin de collège, début lycée, c'est du calcul rapide, calcul mental, des conversions, des petits problèmes. Il y a de l'anglais, il y a des tests psychotechniques, des tests de mémorisation, des entretiens, psychologues, entretien avec un officier supérieur, donc qui est pilote également, et le simulateur. Donc, on passe 2 fois le simulateur. Le simulateur, c'est un petit peu ce que redoute tout le monde. C'est la phase par laquelle on ne peut pas vraiment se préparer. Et le simulateur, c'est finalement tester la dissociation d'attention. Donc, on n'est pas capable de faire plusieurs choses en même temps, néanmoins, on peut les faire plus ou moins rapidement avec des réflexes qui peuvent être travaillés, comme un petit peu, on peut voir parfois dans des vidéos avec certains sportifs de haut niveau ou des athlètes ou en Formule 1, par exemple, avec des réflexes pour aller attraper des balles assez rapidement. Bon, là, ce n'est pas des balles qu'il faut attraper, mais on est dans un cockpit et on va avoir des éléments qui vont être perturbés tous les dixièmes de seconde pendant 1 minute 30 à 2 minutes. Donc, on a le cyclique dans la main droite, le pas général dans la main gauche et le palonnier, donc 2 pédales devant. Et on doit ramener des symboles, gauche-droite, en haut, en bas, en 3D, tout ça aux commandes. Donc, c'est assez intensif, faut s'impliquer. Et on a également un symbole qui va être présenté en début de session et qui va s'allumer un peu plus haut au niveau du visage, parfois en dessous, parfois derrière. Donc, il faut regarder son écran, piloter et regarder aussi autour de soi pour mémoriser le nombre de fois où ce symbole va apparaître. Ça, c'est la première journée. Si on a la chance de passer la deuxième journée, on a la même chose, avec un step un petit peu au-dessus, un bruit de rotor permanent, un son aigu grave qui vont apparaître ponctuellement, qu'il faut effacer en appuyant sur un bouton, soit avec la main gauche sur la main droite. Toujours le symbole. Et on a également une suite de 3 chiffres plus un nombre qui vont apparaître ponctuellement et qu'il va falloir mémoriser. Donc, c'est sportif. il y a beaucoup de choses. Voilà, faut être à fond, donner le maximum pour montrer qu'on est capable de faire mieux finalement que la première journée avec plus de difficultés. Et là, on a donc ces tests spécifiques, informatiques, où on va tester finalement cette réponse qu'on a pu avoir, ces réflexes, ce temps de réaction. Et là, on pourra juger si on est apte à suivre la formation qui reste longue, parce que les tests, c'est vraiment la première étape, mais après, c'est pas terminé. Tu me disais qu'il y a très peu DU et que toi, dans ton cas, vous étiez 10 le premier jour et le lendemain, tu étais tout seul. Oui, tout à fait. Tout à fait. Grosso modo, c'est 35 OSCP par an, donc officiers sous contrat pilote, 35 par an. C'est vrai que ça fait peu d'équipes, comme on l'a dit. D'autant que du monde se présente, évidemment. Et oui, session, c'est environ une dizaine de personnes. Et moi, effectivement, la première journée, on était 10. Et on a fait 7 premières journées. À l'issue de la première journée, on était réunis tous ensemble. Le pilote recruteur rentre, commence à appeler une personne. Bon, là, je me dis, bon, ok. Une deuxième. Je me dis, bon, c'est foutu. 3, 4, 5. Donc là, je me dis, je suis vraiment très mauvais. et puis, en fait, tout le monde sort. Je me dis, c'est pas possible. Et il me dit, félicitations, on se revoit demain. Donc, voilà, la énorme surprise, là, le cœur qui s'emballe un petit peu. Ah bah oui. Voilà, et puis là, je me suis dit, voilà, c'est ma chance. Si j'ai passé cette première journée et que tout le monde, malheureusement, a échoué, c'est que c'est pour moi, je dois y arriver. Donc, j'étais galvanisé, j'étais très, très motivé. Et le deuxième jour, ça a marché. Super. C'est quoi la suite de la formation une fois qu'on te dit, OK, c'est bon, tu y vas? Là, tu as la même formation que tout le monde pour être d'abord officier de l'armée de terre. Exactement. Et après, tu as une formation de spécialité où là, on t'apprend à piloter parce qu'au bout des 2 jours de test, tu ne sais pas piloter. Tu as été sur simulateur,
as mieux réussi que tous les autres, tu as montré que tu avais des aptitudes, mais pour l'instant, tu n'as pas encore volé vraiment. C'est ça, exactement. C'est qu'on a les aptitudes pour prétendre à réussir cette formation. Donc, la prochaine étape, ça va être l'hôpital militaire de Percy, parce qu'on va avoir une journée complète encore de tests médicaux très, très poussés pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème pour exercer cette spécialité. Et après, on rentre dans la formation, comme tu l'as dit, d'abord militaire, donc l'EMAC, l'école militaire des aspirants de Coq-Quidan, donc le vernis militaire pour devenir chef de section, moniteur de structure tir. Ça dure 6 mois, dont 1 à 2 mois de stage en immersion dans des unités. Donc ça, c'est une nouvelle mouture. Moi, j'ai connu le 4e bataillon, voilà, pour l'anecdote, de Saint-Cyr, qui était une formation à l'époque un peu plus courte, qui durait 4 mois et demi. Maintenant, c'est un peu plus long. À l'issue de cette formation qui se passe donc à Guerre, aux alentours de Guerre, Coq-Quidan, on va dans le sud-ouest, donc à Dax, à la maison mère de tous les pilotes d'hélicoptères des armées et de certaines nations étrangères qui viennent se former d'ailleurs en France. D'accord. Et là, on a une formation d'1 an et demi environ, voilà, 4 mois de théorie pure. Puis, ça y est, on va apprendre à piloter aux commandes. Donc, avec des phases, c'est très progressif. Hein. D'abord, une phase base, mise en route, décollage, tour de piste, approche, poser dans un terrain en campagne, apprendre à voler de nuit, sans et avec système de vision nocturne, intensification de lumière, du vol aux instruments, de la navigation, pouvoir faire un tour de France en hélico en autonome tout seul, pour à l'issue avoir le brevet donc, de la licence de pilote professionnel, qui est donc une licence civile, et qu'on obtient également dans le cadre de ces formations. Ça, c'est pour le côté à Dax. Et après Dax, on va au Canet des Morts, ou dans le Var, où là, on va apprendre à se spécialiser sur l'aéronef de combat qu'on obtiendra à Dax suite à un classement. Puisque évidemment, tout ce qu'on fait est noté. D'emblée, hein, d'entrée de jeu, j'ai envie de dire, dès qu'on arrive, dès qu'on pousse la porte d'un CIRFA, de toute façon, je pense qu'on est évalué de A à Z. Et d'autant plus à Coq-Quidan, à Dax, parce que chaque vol est noté. Et donc, il y a un classement. Bah, le premier prend ce qu'il veut, le dernier prendra ce qui reste. Et toi, alors, bah, moi, j'étais au milieu de classement. J'étais au milieu de classement et dans ma promotion, on a eu il y a un numerus clausus finalement qui diffère selon les besoins de la direction des ressources humaines de l'armée de terre. Donc, dans ma promotion, par exemple, il y avait 2 tigres, 6 pumas et 9 gazelles. Donc, moi, j'avais plus l'appétence, voilà, ce qui me plaisait, c'était HRA, reconnaissance et attaque, hélicoptère de reconnaissance et attaque, gazelle tigre. Donc, les tigres sont partis dans les 3 ou 4 premiers. Moi, j'étais juste quelques clics en dessous. Et donc, j'étais parmi les premières gazelles. Et voilà, je l'avais dans l'idée, Salzbourg, posséder du tigre. Je me dis, voilà, si je prends gazelle, sans doute qu'un jour, peut-être évoluer vers le tigre. Et bon, c'est un pari gagnant. Oui, gagnant en tout cas. Voilà, c'est un pari gagnant. Puis, moi, je suis très heureux de mon parcours parce que vraiment, voilà, j'ai d'avoir pu faire de la gazelle avant, d'être parti en opération extérieure en gazelle pour ensuite basculer sur tigre. C'est assez complet et je suis bien content d'avoir vu ces 2 aéronefs de cette filière-là. C'est quoi la différence d'ailleurs si tu as des personnes qui ne connaissent pas spécifiquement? Qu'est-ce qu'on fait avec une gazelle? Qu'est-ce qu'on fait avec un tigre? Alors, en gros, il y a 2 filières. Donc, HRA, reconnaissance et attaque, gazelle tigre, et HMA, manœuvre et assaut. Donc, Puma, même s'il n'y a plus de formation Puma maintenant, on est hélicoptère ancienne génération, donc on va dire Cougar, Caïman. Il y a également le Caracal qui existe, mais qui est un hélicoptère de force spéciale. Donc, il y a encore quelque chose à part, qui n'est pas dans la conventionnelle. Et donc voilà, ces 2 manœuvres, ces 2 filières ont des missions différentes. Donc, on va dire le pion tactique dans l'aviation légère de l'armée de terre, c'est une patrouille. Donc, on peut avoir il y a toujours 2, 3 aéronefs. Donc, ça peut être 3 tigres, ça peut être un tigre, 2 gazelles, un tigre, 2 caïmans. Voilà. Une patrouille est indissociable et toute manœuvre, par exemple, d'un hélicoptère comme le Cougar ou le Caïman, ben, il va être escorté par une gazelle ou un tigre. Donc, les missions sont différentes. Par exemple, gazelle tigre va y avoir de la reconnaissance, faire du renseignement, attaquer, détruire, appuyer des troupes au sol.
Et manœuvre et assaut, ben, ça va être justement des opérations héliportées, hélitransportées, déposer du matériel, déposer des commandos, récupérer en évacuation médicale donc des blessés. Il y a un panel de possibilités énorme. Il y a plein d'autres missions. Effectuer un raid dans la profondeur, très très loin, 300, 400 km au-delà de la ligne ennemie. Voilà, ce sont des hélicoptères polyvalents qui peuvent faire vraiment beaucoup de choses et qui font partie de toutes les manœuvres. Parce qu'on imagine bien qu'une section d'infanterie, elle n'est pas toute seule. Et les C'est rallyes, sûr. quand elles peuvent être récupérées ou appuyées par un hélicoptère de combat. Toi, dans ton cas, tu fais d'abord Gazelle, après Tigre. Tu as l'occasion de partir en OPEX, donc en opération extérieure. Tu nous expliques un petit peu comment ça se passe et qu'est-ce qu'on attend de toi en mission extérieure? Alors, ben, l'opération extérieure, effectivement, c'est le sens de l'engagement de tout militaire. C'est peut-être quelque chose parfois qui fait un petit peu peur quand on s'engage, quand on rentre dans l'armée, parce que généralement, une opération extérieure, ça dure, en tout cas pour nous, pour moi, ça a duré 3 mois. Je suis parti une fois 4 mois, une fois 2, et l'autre fois, c'était 3 mois. Donc, voilà, grosso modo, la durée. Finalement, c'est un peu c'est la mise en application de tout ce qu'on a appris. Et c'est le moment où on est utile, finalement, parce qu'on exerce vraiment cette spécialité. Et c'est quelque chose qui, la formation étant bien faite, c'est quelque chose qui arrive à maturité. Et à un moment donné, presque, il nous tarde de partir en opération pour faire son boulot, quelque part. Donc, être présent, pouvoir décoller sur alerte parce qu'on a des amis qui ont été pris à partie et qui sont dans le pétrin, escorter le caïman qui va aller les récupérer, tout ce panel de missions dont on a la responsabilité finalement. Et donc, toi, du coup, dans ton parcours, ce qui est assez intéressant, c'est que tu commences sur Gazelle, et puis à un moment donné, tu as une opportunité de passer sur Tigre. Donc là, il faut retourner à l'école, il faut réapprendre à piloter parce qu'on ne pilote pas de la même manière une Gazelle ou un Tigre. Donc, il faut tout recommencer. C'est pas comme une voiture. On sait conduire une voiture A, on prend une autre voiture B, c'est pas très grave. Là, il y a des spécificités. Alors, en soi, piloter un hélicoptère, les commandes sont les mêmes. Ça se pilote de la même manière, avec le cyclique, le pas général. Les commandes de vol sont les mêmes, le palonnier. Les spécificités, ben, ça va être des cockpits différents. Par exemple, je prends le Tigre, c'est un cockpit en tandem. Le pilote est isolé, le gunner est isolé, l'un derrière l'autre. L'avionique est différente. Ce sont des écrans. Par exemple, sur Gazelle, c'est de l'analogique. On a du matériel, de la technique différente. Voilà, toutes les générations sont doublées, donc il va y avoir des pannes différentes aussi à gérer. Le Tigre, par exemple, a plus d'armement également que la Gazelle. Donc, ça va être encore autre chose. Hein. Le Tigre est un hélicoptère de combat armé, donc il y a un canon de 30 mm, il y a des roquettes de 68 mm, des missiles Airtol, Hellfire, des missiles Mistral RR. On a un panel de choses différents, pardon, et donc il va falloir se spécialiser là-dessus. Et la formation est faite pour ça. Mais en soi, un pilote caïman peut piloter un pilote tigre, peut piloter un tigre, pardon, et un pilote tigre, une gazelle, un caïman. Les commandes sont les mêmes. Et tu nous as dit aussi que ton rôle a évolué puisque tu étais pilote. Et là maintenant, aujourd'hui, tu es chef de bord. C'est Oui. quoi la différence? Quelles sont les missions du pilote et quelles sont les missions du chef de bord? Alors, ben donc, donc l'aviation légère l'armée-terre, tous les hélicoptères sont en double commande, donc le pilote et le chef de bord peuvent piloter. Les hélicoptères de repos et d'attaque, généralement, donc on est deux, pilote, chef de bord. La Gazelle, il peut aussi y avoir un tireur embarqué. Et les hélicos de manœuvre, il y a pilote chef de bord, un mécanicien navigant qui est à bord et un membre opérationnel de soute. Néanmoins, donc, pour revenir à ta question, le pilote, finalement, sa mission, ça va être ni plus ni moins que mettre en route la machine, décoller, effectuer la mission et ramener la machine sur les ordres du chef de bord. Le chef de bord, c'est un pilote expérimenté, en tout cas pour les officiers sous contrat, qui donc est à même de piloter. Maintenant, c'est plus son rôle. Il va être le chef tactique de la mission. C'est lui qui va donner les ordres au pilote. C'est lui qui va décider en dernier ressort. Il va gérer les communications radio, la navigation et l'armement pour les hélicoptères, notamment comme le Tigre ou la Gazelle.
Alors, le pilote, c'est pas un singe mécanique qui se contente de décoller et qui attend qu'on lui dise quoi faire, mais évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Le pilote, on prépare la mission, on a un équipage, donc le pilote va toujours être proactif et faire le maximum de choses pour décharger son chef de bord. Généralement, on n'a presque pas besoin de lui dire tiens, il faut que tu ailles à tel endroit. Il amène la machine dans une configuration qui fait que ça va être fluide. Et c'est aussi ça d'être un équipage complètement en synergie. C'est pour ça qu'on s'entraîne tous ensemble. Et quand on est en opération extérieure, on part en opération extérieure, on se prépare généralement avec le même pilote, le même chef de bord, pour avoir ces automatismes. On arrive finalement, sans se parler, à mener à bien une mission un peu comme du papier à musique, orchestré, tout millimétré. Et c'est quoi la suite une fois qu'on est passé donc pilote, chef de bord? Il y a quelque chose après? Oui, chef de bord. Après, on peut évoluer donc vers chef de patrouille. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Une patrouille, donc plusieurs hélicoptères ensemble, jusqu'à 3. Donc, il y a un chef de patrouille, qui est un chef de bord, qui a passé une formation supplémentaire pour être, lui, le chef tactique de 2 à 3 machines. Il y a aussi la possibilité d'être pilote instructeur, moniteur. Donc, on est évalué aussi tous les 3 mois, en fait, on fait un vol de nuit, un vol des instruments, un vol tactique de jour. On a aussi un test annuel, voilà, pour vérifier nos savoir-faire techniques. Donc, ça, c'est un moniteur qui le fait. Donc, là encore, on peut évoluer vers cette fonction. Très clair. Dernière question, et puis je vais passer aux questions des jeunes qui sont assez nombreux ce soir. Donc, n'hésitez pas d'aller voter. Vous avez une dernière chance de faire passer vos questions en premier. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont pilotes d'hélicoptères? Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Est-ce que c'est une fonction qui se féminise? Il y a des femmes, bien sûr. Dans l'armée de terre, je crois qu'il y a 12% de taux de féminisation. Et c'est ni plus ni moins la même chose que dans l'aviation légère de l'armée de terre. Bon, généralement, dans une promotion, il y a 2 filles. Moi, dans ma promotion, il y en avait une, donc, qui est pilote gazelle. Chez les Tigres, dans nos escadrilles, jusqu'alors, nous avions 2 filles qui étaient pilotes. Une a été mutée à Pau, parce qu'il y a le Tigre également au 5e RHC à Pau. Donc, oui, voilà, en Tigre, si je ne dis pas de bêtises, il doit y avoir 3 femmes dans les régiments d'hélicoptères de combat et une femme en école qui est monitrice, d'ailleurs, avec qui j'ai volé en école pour passer chef de bord, que je salue d'ailleurs si on regarde la vidéo. Mais oui, bien sûr, il y a des filles qui sont chefs de bord, moniteurs, qui passent les mêmes qualifications, qui ont les mêmes responsabilités et les mêmes soldats. Et qui commandent. Ils sont chefs tactiques d'un hélicoptère. Tout à fait. Super, merci beaucoup. Première question, c'est la question de Johan qui nous dit qu'il a 26 ans et qu'actuellement il est ingénieur dans l'industrie. Oui. Il demande quelles sont ses chances à 26 ans d'intégrer l'armée de terre en tant que pilote d'hélicoptère comparé à quelqu'un de plus jeune. Est-ce que plus on commence jeune, plus on a de chance? Ou est-ce que tant qu'on a moins de 32 ans, si on a envie, on pousse la porte d'un CIRFA et on tente sa chance? Oui, tout à fait. Pour la filière officier sous contrat, parce que lui, donc, il est ingénieur, il a un bac+5, il y a aussi une filière officier de carrière, à laquelle on n'a pas parlé. Il faut aussi se renseigner là-dessus, mais c'est un recrutement qui est quand même différent. La finalité n'est pas la même. Mais l'âge maximum est 32 ans. Donc, s'il avait eu 30 ans, on commence à se rapprocher de la barrière haute. Néanmoins, c'est possible. Ensuite, ce sont des profils. Il faut défendre. C'est un entretien d'embauche, finalement. Il faut justifier, convaincre. On va poser la question pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu plus tôt? Et c'est aussi, de fait, c'est peut-être plus difficile quand on a 30 ans de revenir parce qu'on a travaillé, peut-être, à moins d'avoir un doctorat et plus encore. On a déjà travaillé, on est dans le milieu professionnel. On a peut-être une famille, des enfants. Donc, s'engager aux alentours des 30 ans, c'est peut-être plus compliqué. Néanmoins, c'est faisable. En l'occurrence, il a 26 ans. Il est, je pense, pile en cible. Moi, je suis rentré, j'avais 22 ans. Dans ma promo, le plus âgé, je ne vais pas dire de bêtises, mais il devait avoir 25 ou 26. Ça a totalement déroulé. C'est peut-être plus simple quand on est jeune. 26 ans, c'est jeune, tu me diras. Mais je veux dire jeune, voilà, 20 ans, 22 ans, parce que ce sera plus simple
de suivre des ordres, de suivre une formation qui est longue et quand même exigeante. Mais personnellement, je pense que c'est un état d'esprit. Et si pour lui, pousser les portes du CIRPA, c'est sa place, il faut qu'il le fasse. Et surtout pour ne rien regretter. En tout cas, 26 ans avec un diplôme d'ingénieur, ce sont des profils intéressants pour l'armée de terre, pour l'aviation légère de l'armée de terre. Donc, Johan, tu sais ce qu'il te reste à faire. On a une question d'Alexandre, qui a lui aussi 26 ans et qui est actuellement en sélection EOPAN pour la marine. Donc, EOPAN, c'est élève officier pilote de l'aéronautique navale. Pardon. Il demande si avoir passé des tests dans d'autres armées avant la LAT peut être mal perçu, selon toi. Mal perçu, je ne pense pas. Néanmoins, c'est sûr qu'il y a une petite lumière qui va s'allumer pour le recruteur. Même là, objectivement, on va se dire pourquoi est-ce que tu n'es pas venu directement en premier choix dans l'aviation légère de l'armée de terre. Néanmoins, ça peut s'expliquer. Et j'imagine qu'il peut l'expliquer. Peut-être qu'il souhaitait, je ne sais pas, mais faire de l'aviation de chasse embarquée. Peut-être que là, c'est une offre qui n'est pas disponible dans la LAT. Tout s'explique. En fait, il faut avoir un projet qui est cohérent. Voilà, un orienteur, il va ni plus ni moins vouloir savoir qui vous êtes, ce que vous recherchez, pourquoi est-ce que vous venez maintenant, est-ce que vous ne pouviez pas venir plus tôt, plus tard. Il faut défendre votre projet. Voilà. Donc parfois aussi, c'est sûr qu'on va le titiller là-dessus. Et s'il est à même de l'expliquer, il n'y a pas de problème. Et on a tout à fait le droit dans une vie, peut-être d'avoir voulu être pilote de chasse avant pilote d'hélicoptère de chasse, hélicoptère Tigre. Voilà. On ne lui en voudra pas. Il faut juste qu'il prépare son entretien. Bon, tu vois, Alexandre, tu as Mallory qui t'a coaché et qui t'a fait ton narratif. Donc, tu peux m'envoyer un message sur la plateforme s'il veut qu'on travaille ça. Mais voilà, il faut juste être honnête, avoir un discours de véracité, savoir où on va, et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Parce que Alexandre Mallory est ambassadeur sur My Job Glacier, donc il accompagne des personnes. Donc, si tu te connectes sur la plateforme et que tu demandes un rendez-vous, il pourra t'aider à préparer tes entretiens. Merci Mallory. On a une question d'Audrey qui demande comment est-ce que tu concilies ta vie de pilote avec une vie personnelle? Est-ce que c'est possible? Tout à fait. C'est des questions qui reviennent souvent et c'est très bien. Parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions, pas du tout. Moi, c'était une des questions que je me posais aussi avant d'intégrer. Voilà, les a priori qu'on peut avoir, on se dit, militaire, on n'est jamais là, on va finir divorcé, ce genre de choses. Alors non, pas tout le monde est divorcé. Il y a de très beaux exemples en couple et de longévité. Je pense qu'il faut trouver la bonne personne. C'est sûr que c'est un métier exigeant, où d'autant plus la formation, on en a parlé, elle est quand même très longue. Il y a des déplacements. Après coup, on est pilote opérationnel. Par exemple, moi, dès lundi, la semaine prochaine, je pars sur un exercice régimentaire. Donc ça va durer 10 à 14 jours. Voilà, néanmoins, je suis en couple, toujours avec la même personne. Voilà, j'ai un petit garçon. Je touche du bois, ça se passe très bien. C'est une vie exigeante qui demande de la disponibilité. Il faut savoir, quand on est en couple avec quelqu'un, voilà, il faut qu'elle ou il sache où il met les pieds, entre guillemets. C'est sûr que s'il veut avoir un compagnon, une conjointe H24, c'est compliqué. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi le pendant dans le privé, parce que quand on va chercher un diplôme, un poste de cadre dans l'entreprise, on a aussi beaucoup d'horaires, on est en déplacement. Donc, je pense que ça s'applique un petit peu partout. Et peut-être que la particularité, c'est l'OPEX. Donc, c'est 3 mois quand même peut-être verrouillés. Néanmoins, on n'est plus à l'époque de nos anciens où ils s'écrivaient par courrier. Aujourd'hui, on a Internet, on peut s'appeler en vidéo. Je te vois sourire, mais c'est vrai. On a quand même accès, voilà, on peut se voir, on peut se parler. La famille, c'est très important, c'est le socle. Ce qui fait que d'ailleurs, un ou une militaire peut s'engager et donner du temps pour son pays. Voilà, si on n'a pas la bonne personne qui est avec nous, on ne peut pas gérer. C'est pas possible de gérer une vie familiale. Voilà. Il faut trouver la bonne personne et toujours ce discours d'honnêteté, je pense, qui paye. Merci Mallory. On a une question de Osgour
qui demande, enfin, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait être pilote dans l'ALAT avec un bac. Oui. Est-ce qu'on peut le faire avec un bac professionnel ou est-ce que c'est uniquement un bac général? C'est la première question. Oui. Et la deuxième question, c'est combien de fois on peut tenter les tests de l'ALAT? Alors, c'est un bac général ou technologique. Il faudrait quand même se renseigner parce qu'on peut aussi justifier d'un niveau bac. Il y a des particularités que les recruteurs maîtriseront mieux que moi. Néanmoins, donc, c'est un bac général ou technologique. Et donc, pour ta deuxième question, Combien de fois on peut tenter les tests de l'ALAT? les tests, on peut les passer tous les 2 ans, suivant ce qui a pêché. C'est sûr que voilà, quelque chose qui, voilà, je sais pas, la maturité, par exemple, quelqu'un qui arrive, qui est finalement peut-être pas prêt, un peu trop jeune, il pourra repasser 2 ans après. Si maintenant quelqu'un, bon, je ne sais rien, mais ça s'est très mal passé, il a fait très mauvaise impression, c'est pas dit, ça ne viendra peut-être pas 2 ans après. Je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire, mais. Le simulateur, si tu t'es planté, tu peux revenir 2 ans plus tard le repasser? Oui. Et d'ailleurs, oui, il y a des exemples. Il y a des exemples qui ont d'ailleurs réussi. D'ailleurs, si j'en ai un qui est très frais, j'ai eu un message hier sur la plateforme, où il s'est représenté finalement 2 ans après. Et là, ça a marché, il a passé les 2 jours. Génial. Donc, là, il attend l'agrément. Mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Bon, le mieux, c'est de réussir tout de suite. Parce que, mais je suis admiratif aussi de ceux qui se représentent, parce qu'en fait, 2 ans, c'est quand même long. Dans un projet étudiant, projet perso, pro, voilà, ça marque quand même un arrêt pas mal. Et c'est pour ça aussi que le diplôme, je pense, est important. Ça permet aussi de sortir la tête du bois comparé à d'autres qui n'ont qu'un bac. C'est aussi un gage de sélection. Et puis, si ça ne marche pas, on peut aussi rebondir plus facilement que de reprendre après. Et là, c'est quelqu'un que tu as accompagné dans le cadre de My Job Blessings et qui t'a donné des nouvelles pour te dire comment s'était passé la deuxième fois et qu'il avait réussi. Ah oui, non, mais j'en ai plein. J'en ai beaucoup et bravo à eux, félicitations. J'en ai rencontré, il y en a maintenant qui sont pilotes dans le même régiment que moi. Alors, certains par la plateforme, d'autres par les réseaux sociaux et que j'ai pu accompagner. Ils étaient en civil et aujourd'hui, ils sont pilotes professionnels, pilotes militaires. Donc, il y en a plein, voilà, faut y croire. C'est sûr que, voilà, on se dit 35, c'est pas beaucoup. Mais si on n'essaie pas, c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc, c'est possible. C'est possible. Et voilà, j'ai des retours assez frais aussi, donc de gens qui sont allés, qui ont pu faire les tests. Et il y a un cercle vertueux qui s'installe. Eux passent le témoin, ils renseignent également. Donc, voilà, ça se passe très bien. Il y a une belle communauté, en tout cas. On a une question de Hugo qui demande comment tu t'es préparé aux tests de maths, d'anglais et de mémorisation. Est-ce que tu as des conseils à lui donner? Je regardais un petit peu les concours, enfin des tests de. Moi, je regardais les concours d'infirmiers par rapport aux tests psychotechniques. Je cherchais des petits problèmes. Je tapais un problème de maths, troisième. Moi, c'était un peu décousu parce que j'allais un petit peu partout. J'allais sur Internet. Maintenant, c'est vrai que le livre que j'ai pu faire, il condense un petit peu tout ça, il présente un peu ça. Mais les tests en soi, on peut généralement trouver sur Internet des livres qui sont attraits au niveau voilà, troisième, début lycée, où on a un condensé comme ça de conversion, d'équation, de petits problèmes. Et c'est ça qu'il faut travailler. Moi, je dis toujours qu'il faut travailler un petit peu, mais régulièrement. Voilà, d'autant que si on passe un diplôme à côté, il faut faire ça progressivement, un petit peu tous les jours, pour que ça devienne naturel et facile. C'est pas compliqué en soi, il faut juste que s'y remettre. Même quelqu'un qui a un bac scientifique, en terminale S, on ne fait plus du tout ça. On est sur notre calculatrice. Voilà, là, il faut un peu s'affranchir de ça et revenir aux fondamentaux. Et ça revient bien, ça se fait très bien. Une question de Lucas qui est hyper intéressante et donc du coup, je veux bien qu'on prenne un peu de temps dessus. Il demande si les officiers sous contrat effectuent les mêmes missions que les officiers de carrière. C'est la première question. Et du coup, moi, j'en rajoute une deuxième. Tu l'as dit tout à l'heure, tu nous as donné les informations pour devenir officier sous contrat, mais on n'a pas parlé du recrutement d'officiers de carrière.
Donc, est-ce que tu peux nous en parler aussi? Alors, l'officier de carrière, lui, il ne va pas rentrer avec un bac minimum, hein, il faut avoir fait des classes préparatoires, ou alors il y a des possibilités avec une licence, voire avec un master en devenant officier sur titre. L'officier de carrière, il va intégrer donc ce qu'on appelle la boîte directe, donc de Saint-Cyr-Côte-Quidan. Mais l'objectif, il ne va pas être nécessairement dans l'aviation légère de l'armée de terre. Quand il intègre Saint-Cyr, il va se disputer au classement avec tous ceux qui ont réussi Saint-Cyr. Leur objectif, ça va être d'être officier de carrière, donc d'être chef de section. Ça peut être dans l'infanterie, ça peut être dans le génie, dans la cavalerie, dans toutes les armes possibles. Sa vocation, ça va être à terme d'être officier supérieur, d'être commandant, lieutenant-colonel, colonel, voire pour les meilleurs général. Donc de servir en état-major dans un centre opérationnel. Donc, il va intégrer Saint-Cyr, là il va être au placement, il va passer les mêmes tests que les OFT à Tours, et s'il les réussit, il aura sans doute la latte, parce que la difficulté aussi avec tous ceux qui ont réussi, ils sont assez nombreux, et s'il intègre la latte, il va faire pareil, il va faire DAX, le canet des morts. En revanche, lui, il va faire pilote, tout de suite chef de bord, et tout de suite chef de patrouille. Donc il va arriver chef de patrouille, donc il aura une fonction supérieure par rapport à un pilote officier sous contrat. Et comme il n'aura que 300 heures de vol, il va voler généralement avec des vieux officiers sous contrat. Donc, par exemple, ma génération, qui suis jeune chef de bord, qui moi, avant de passer chef de bord, je vais voler avec des jeunes chefs de patrouille issus de la filière directe officier de carrière. Et eux, en fait, leur temps en escadrille, ils vont passer capitaine, donc ils vont faire comme nous, ils vont être chefs de patrouille, donc ils seront eux tout le temps en place arrière, chef de bord, chef de patrouille. On part sur des exercices, c'est eux qui vont commander la patrouille, on en a parlé tout à l'heure, donc ils font les mêmes missions que nous. Sauf que eux, leur vocation, ça va être de commander l'escadrille de vol. Donc l'escadrille de vol, c'est notre maison dans le régiment, où il y a donc les pilotes, les chefs de bord, les chefs de patrouille, les mécaniciens. On prépare nos missions, on s'entraîne. Il y a plusieurs escadrilles dans les régiments d'hélicoptères de combat. Et donc le officier de carrière, lui, il va commander l'escadrille. Donc là, à l'heure actuelle, mon commandant d'unité, le chef de mon escadrille, c'est un officier de carrière qui a pris son commandement cet été. Donc il va commander 2 ans. Il continue de voler, mais c'est lui notre supérieur hiérarchique, direct. Et à terme, après son temps de commandement, on rentre un peu dans les détails, mais la question est précise. Lui, il va ensuite passer donc au BOI, Bureau Opération Instruction, donc un peu dans l'état-major du régiment. Donc il va délaisser l'escadrille de vol. Il va moins voler, beaucoup moins. Il ne sera plus dans le cockpit. Il va avoir ce regard d'expérience, d'expertise, où il va coordonner des manœuvres au sol dans un centre opérationnel. Donc, quelqu'un qui veut vraiment, je ne sais pas, qui veut intégrer l'armée pour voler, s'il veut vraiment l'aspect un peu peut-être plus technicien, piloter toute sa carrière, faire chef de bord, chef de patrouille, moniteur, officier sous contrat. Si après, il veut basculer sur des fonctions d'état-major et évoluer en grade en délaissant un petit peu cette fonction-là et en participant finalement différemment par la suite, il faut qu'il vise officier de carrière. Il pourra finir chef de corps, par exemple, le chef de corps du premier RHC donc à Falsbourg, le colonel Herblanc, voilà, c'est un officier de carrière. Et donc, d'ailleurs, il était tigre, donc il a été commandant d'unité, il a fait ce parcours, il a évolué, et maintenant, aujourd'hui, il est colonel. Donc, 5 barrettes, chef du premier RHC. Et puis à terme, il continuera vers d'autres postes, peut-être à Bala, au ministère des Armées. C'est vraiment 2 carrières différentes. Néanmoins, pour la partie en escadrille, le chef de patrouille effectue les mêmes choses, sauf qu'il va commander plusieurs aéronefs tout de suite. Alors que moi, par exemple, demain, si je passe chef de patrouille, je serai chef de patrouille finalement au bout de, là j'ai 13 ans d'armée, 14 ans, 15 ans d'armée. Très clair, merci Mallory. Une question de Nathan. Est-ce que tu sais comment on se prépare aux fameux tests de simulateur et est-ce que c'est possible? C'est une question qui revient régulièrement. Malheureusement, il n'y a pas de technique pour se préparer au simulateur. Certains ont développé des logiciels. Beaucoup m'en ont parlé. Moi, je ne les ai pas utilisés. Certains les ont utilisés, ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'ils se sont tellement entraînés dessus qu'ils ont été très bons le jour J, en tout cas le premier jour. Mais le deuxième jour, quand il y a eu une accumulation, ils n'ont pas eu une progression nette qui est un des critères finalement pour intégrer la formation.
Et peut-être que jeter un œil, moi je l'ai jamais vu, mais peut-être que jeter un œil sur ces tests peuvent permettre d'avoir un premier visuel et voilà, de s'accommoder à ce qui peut en être. Mais c'est pas conseillé de l'utiliser. Ok, très clair. On a une question de Mickaël de Dijon qui vient de passer les tests de sélection à Nancy et à Tours. Il nous dit qu'il a été refusé sans plus d'explication, sûrement un avis négatif lors d'un entretien. Est-ce que tu aurais des conseils pour ces 2 prochaines années, puisqu'il a très envie de retenter la latte dans 2 ans? Donc, il n'a pas pu se présenter à Tours, c'est ça? Si, il s'est présenté à Nancy et à Tours, mais il a été refusé sans qu'on lui donne d'explication. Donc, il s'est lié à un avis négatif lors d'un entretien. Et ce qu'il te demande, c'est est-ce que tu as des conseils pour ces 2 prochaines années avant de retenter la latte? Qu'est-ce que tu le conseilles de faire pendant 2 ans qui va l'aider à derrière être meilleur peut-être la Ouais, prochaine fois? bah, c'est là où on disait que c'est peut-être plus difficile quand on rêve juste de faire ça et qu'on s'est présenté tout de suite et qu'on a eu ce refus, se représenter plus tard. Bah, ça dépend, c'est très personnel, ça dépend ce qu'il veut faire, voilà, quel est son objectif de vie. Est-ce qu'il veut continuer peut-être faire des études, peut-être un BTS aéronautique pour garder un pied dans l'aéronautique et se présenter 2 ans après, tout en passant un brevet d'initiation aéronautique, par exemple. Voilà, on est parti sur cette filière-là. Et mûrir un peu le projet. Après, il faut qu'il se fasse aussi son auto-débrief, savoir vraiment ce qu'il voit pas quelque chose qui a pu pêcher particulièrement et travailler dessus. Est-ce que c'est juste des critères ou est-ce que c'est vraiment que l'entretien ou... Parfois, ça tient malheureusement à pas grand-chose. Hein. C'est très subjectif. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Euh, Peut-être qu'il pourrait me contacter si je peux l'aider. J'en serais ravi. Qu'il m'en parle avec plus de précision. Super. Et ben, il va y avoir plein de rendez-vous sur MyJobs 6 pour Oui. valoriser dessus. Voilà, je précise que voilà, je suis aussi occupé, évidemment. Je réponds toujours, je trouve le temps là où je peux. Parfois, je mets un peu plus de temps, mais je réponds toujours. Mais, Trop bien. voilà, si jamais des fois les rendez-vous sont bloqués, bon, bah, c'est que j'ai fait le nombre de rendez-vous possible. Il faudra un peu patienter, mais je serais ravi de l'aider sans problème. Super, merci pour lui. Une question de Nathan qui a 17 ans en terminale technologique. Il demande lequel de tous les tests a été le plus difficile ou le plus éprouvant pour toi? De tous les tests, ben moi, c'était plus l'identification de matériel militaire. Pour le simulateur est intensif, évidemment, puis on ne sait pas trop si ça a matché. On est un peu dans l'incertitude, mais la culture, on va dire, militaire, alors aéronautique, ça allait parce que je m'étais préparé. Mais après, de là, voilà, reconnaître des missiles, reconnaître des unités au sol d'autres nations, je n'ai pas été très bon là-dessus, qui est d'ailleurs ressorti à l'entretien. Voilà. Et j'ai pu faire ça, heureusement, en régiment. On a d'autres formations par la suite en aéromobilité pour justement se perfectionner. Super. Une question d'Yvan, qui est élève en première, qui a 17 ans aujourd'hui, qui aimerait être pilote dans la latte. Il a une question, est-ce que c'est inconscient de postuler au concours juste après le bac? Est-ce qu'il est mieux de faire des études d'abord avant d'avoir la deuxième option? Est-ce qu'on peut et si on échoue, ben, on peut revenir dans 2 ans et donc du coup, on fait des études entre les 2. Attends, s'il te plaît. Excuse-moi, tu peux répéter, s'il te plaît? Aucun souci. J'ai un intervenant qui arrive à côté. Ouais, on a un jeune intervenant qui est venu nous faire un coucou. Donc, c'est Yvan, qui est élève en première. Il a 17 ans. Oui. Il se pose des questions. Est-ce que c'est inconscient de postuler là, tout juste quand il aura eu le bac? Est-ce qu'il vaut mieux le faire quand il aura poursuivi ses études après quelques années d'études? Ou moi, je rajoute une troisième option, parce que je viens d'apprendre que c'était possible. Est-ce qu'il fait là, juste avec son bac? S'il échoue, bah, il fait des études pendant 2 ans et il retente 2 ans plus tard. Ouais, non, c'est pas inconscient de se présenter, hein, pas du tout. C'est un choix personnel. Moi, je sais que je pense à un jeune là qui s'appelle Arnaud que j'avais pu conseiller. Lui, il est impatient de se présenter et j'espère qu'il va réussir. Il est en école d'ingénieur. À un moment, il était même question. Enfin, il a fait les classes préparatoires et ensuite il a intégré une école d'ingénieur.
Là, il s'est dit, tiens, j'ai fait les classes préparatoires, je ne vais pas à mon école d'ingé, je veux me présenter. Après réflexion, il s'est dit, bon, je continue, au moins j'ai ce diplôme, et je me présente par la suite. Et là, il n'en peut plus. Il veut vraiment se présenter. Donc, c'est vraiment un choix personnel. Il peut effectivement tenter sa chance et rebondir si jamais ça ne marche pas, ou alors c'est vraiment à lui de voir. C'est à lui de voir. Moi, honnêtement, je conseille, et c'est très personnel, de passer un diplôme d'études supérieures. Alors, aussi bien dans l'aéronautique que sur autre chose, mais de manière à avoir un plan B et de pouvoir retomber sur ses pieds si ça ne marche pas. Parce que c'est un métier exceptionnel, mais on peut le préparer comme on veut. J'imagine qu'il y a aussi une petite part de chance quelque part. Il y a du travail, évidemment. Mais c'est pas une valeur sûre. Il y a des gens, moi, avec qui je conseille, qui connaissent 1000 fois plus de choses que moi à l'époque. Et pour autant, des fois, il y a des surprises. Donc, le simulateur, peut-être, un entretien, quelque chose qui n'a pas plu. Donc, moi, je conseille toujours d'avoir un plan de secours. Ok. Une question de Florentin. C'est quoi les principales difficultés techniques quand on pilote un hélicoptère de combat? Les difficultés techniques. Technique, j'ai envie de dire, on a des machines quand même qui sont exceptionnelles, qui peuvent faire aussi beaucoup de choses seules. Néanmoins, l'humain reste le dernier rempart, et notamment quand on doit délivrer de l'armement. Donc techniquement, honnêtement, je ne vois pas de contraintes particulières. Si c'est l'hélicoptère ou les capacités d'emport, un hélicoptère, c'est ce qui va un peu le limiter parce que ça consomme beaucoup. Il faut être léger, pouvoir emporter les choses, mais il faut aussi du terreau pour aller loin. Donc, c'est ce compromis-là qui font que les machines sont de plus en plus évoluées. Et aussi bien là où des machines d'ancienne génération, on avait un devis de masse, on appelle ça à faire, où on en était à calculer finalement, est-ce que je vais réduire mon autonomie pour embarquer un missile sur une machine de nouvelle génération comme le Tigre, c'est pas quelque chose qui rentre en ligne de compte. On peut avoir un bidon additionnel avec du kérosène, rester près de 3 heures et demie en l'air, tout en ayant des obus, des roquettes, des missiles, donc être à même de faire une mission complète, polyvalente. Donc techniquement, je vois pas de choses différentes. J'allais même dire, je suis peut-être pas objectif après, hein, mais j'allais même dire en tigre, par exemple, le tigre, on peut aussi faire des posées roulées, il y a quelque chose de technique, on peut décoller, rouler, un peu comme un avion, et comme un hélico, on peut s'arrêter partout, faire des décollages hors effet de sol, et une polyvalence extraordinaire avec nos machines. Super. Une question de Marvin, qui est lycéen en terminale. Son rêve, c'est de devenir pilote. Est-ce qu'on peut passer des qualifications type CPL? Donc là, il va falloir que tu m'aides. Ouais. Grâce à sa formation militaire, si on souhaite travailler après son service dans l'aviation commerciale. Donc là, c'est pour la suite. Quand on part, est-ce qu'on peut devenir pilote Privé. civil? Oui, tout à fait. On en a un petit peu parlé. Donc, à Dax, en fait, on valide le CPL, Commercial Pilot License, qui est la licence de pilote professionnel, pour travailler comme pilote d'hélicoptère. Donc, moi, cette qualif, je l'ai eue en 2013. Et donc, une fois que je terminerai l'armée, si je me fais embaucher par une entreprise, j'ai une qualification de type à passer sur la machine que la société utilise. Et à partir de là, je peux travailler en monopilote pour une société, aussi bien pour le SAMU, un héliport privé. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités, effectivement. Et la plupart d'ailleurs des pilotes dans ces entreprises sont des anciens des armées. Puisqu'un officier sous contrat, par exemple, qui fait 24 ans de service, donc quelqu'un qui rentre à 18 ans, donc à 46 ans, 42 ans, pardon, 42 ans, il a terminé. Donc 42 ans, on est jeune, on continue de bosser. Et généralement, c'est cette clientèle-là que recherchent ces sociétés, puisqu'ils ont un passif de militaire, il suffit de X milliers d'heures, 3 000, 4 000, 5 000 heures de vol. La rigueur, la ponctualité d'un militaire, sous conditions des vols un petit peu dans des conditions dégradées, c'est ce que recherchent ces sociétés. Très clair. On va essayer de terminer avec une question, parce qu'il y en a encore plein, je suis désolée, mais on va essayer d'aller à l'essentiel. Question de Nicolas, qui a 27 ans et qui te demande si tu sais, parce que ce n'est pas ton domaine, donc je pose la question quand même, si la chirurgie LASIK
est Ah oui. rédhibitoire ou si elle peut être en théorie acceptée par le médecin si la vue est bonne, cela peut-il être un frein au dossier par rapport à d'autres candidats qui ont une excellente vue naturelle? Non, elle peut être, si validée théoriquement par le médecin, ce n'est pas rédhibitoire. Et il y a eu des exemples récents. Donc, le mieux, voilà, c'est toujours le médecin aéronautique, médecin du personnel navigant, qui lui va décider si ça pose problème pour exercer cette spécialité ou non. Donc, il faut se tourner vers un médecin PN. Voilà, il y a une liste d'ailleurs sur le site de la DGAC, la Direction générale de l'aviation civile. Si vraiment il y a un doute, parce que j'ai juste cette question, il suffit d'aller solliciter à titre privé une consultation, un médecin, pour peut-être se rassurer avant d'entamer plein de tests pour finalement, oui, réussir, aller à Percy et qu'on dise non, en fait, vous ne pouvez pas. C'est plus décevant que d'aller prendre le temps juste de payer une consultation médicale. Une question de Paul qui demande s'il existe, si tu peux nous parler d'une journée type. Et il nous dit, je suppose que vous ne pilotez pas tous les jours. On pilote tous les jours quand on est. Non, Qu'est-ce qu'on effectivement, fait quand on ne pilote pas? il a raison et ça, c'est valable pour les pilotes de toutes les armées. C'est bien Marine nationale, armée de l'air, espace et l'armée de terre. Non, voilà, on arrive grosso modo à un volume d'entraînement de pas loin de 200 heures, dont 40 heures de simulateur. Donc, en fait, si on ne vole pas, on fait aussi de la simulation. Simulation qui est intéressante parce que c'est là où on peut finalement faire des pannes de type feu moteur, on va couper un, deux moteurs, des phases compliquées. Là, on peut vraiment s'entraîner avec ça. Donc, c'est intéressant. Et au-delà de ça, ben, évidemment, donc on a dit, on est militaire, cadre, officier, donc on a des responsabilités. On officie dans une cellule au sein d'une escadrille. Par exemple, moi, je suis aux opérations, donc ça tourne. Mais par exemple, aujourd'hui, bah, je n'ai pas volé, je me suis occupé de prévoir les ordres de vol du lendemain. Donc, qui mettre en vol, pour quel type de vol, pour qu'ils s'entraînent de nuit, au vol aux instruments. Donc, pour le suivi finalement des instructions du personnel des escadrilles. On est en train de travailler, donc demain, pareil, par exemple, pour un autre exemple, demain, je ne vole pas non plus, mais je prépare donc le départ en mission de lundi. Où on part, on va être 6 à 7 tigres à partir. Et par contre, dès la mission, là, on va sans doute voler tous les jours. Voilà. Et quand on ne vole pas, ben, évidemment, on est militaire, donc on a des créneaux sport, on s'entraîne pour se maintenir en condition. On va pouvoir aussi travailler notre théorie, parce que maîtrise notre sujet, mais on ne connaît jamais tout, donc il faut toujours se remettre en question, réapprendre, réviser ses procédures. On va faire de l'anglais. Moi, j'ai passé, par exemple, il n'y a pas très longtemps, un diplôme d'anglais aéronautique. On est aussi moniteur de tir, donc on a des séances de tir de temps en temps, fusil d'assaut, pistolet automatique. On a un panel de possibilités, voilà, énorme. Et il n'y a pas de journée type. C'est très varié. Et c'est aussi, par exemple, moi, ce que je suis venu chercher dans la LAT comme aéro-combattant. Et c'est d'ailleurs beaucoup ce que veulent beaucoup de jeunes pour ne pas avoir de monotonie. Merci infiniment, Mallory, pour ces informations. Si j'essaye de résumer rapidement, ce que je retiens, c'est que il suffit d'un bac, qu'on peut ne jamais avoir volé, que c'est ouvert aussi bien aux hommes qu'aux femmes, que sans jamais avoir volé, on va faire des tests sur simulateur qui vont nous permettre de nous rendre compte qu'on a des aptitudes. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir après intégrer la LAT et être formé derrière. Puis on peut évoluer dans le poste, qu'on ne pilote pas tous les jours. On passe aussi du temps sur simulateur et quand on est chef de bord, on peut passer du temps à prévoir des missions comme tu le fais aujourd'hui. Qu'il n'y a pas de routine, qu'on peut partir en mission extérieure, qu'on peut passer de gazelle à tigre. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça fait beaucoup. Ouais. Mais non, non, je pense que tu as bien résumé. C'est un métier extraordinaire. On ne s'en rend pas forcément compte. Voilà, beaucoup veulent l'exercer et c'est super parce que je pense que ça a du sens de s'engager déjà pour notre pays comme militaire, qui plus est comme pilote, hélicoptère de combat. Il y a peu d'élus, mais comme tu l'as dit, c'est possible. Il faut se préparer et tenter sa chance. Voilà, avec du travail. Moi, j'aime à dire qu'avec du travail, on peut tout accomplir. Donc, il faut pas hésiter
et foncez. Eh bien, travaillez bien, allez-y, osez, tentez l'aventure. Vous verrez bien si ça passe ou pas. Et puis, j'ai noté aussi un autre truc, c'est qu'on a 2 ans pour... on peut revenir 2 ans après pour retenter sa chance. Merci infiniment, Mallory, pour ton temps, pour les échanges. Merci de te rendre disponible aussi en dehors de ce webinaire pour continuer. Au-delà de Mallory, il y a d'autres ambassadeurs de l'armée de terre qui sont présents sur Major Glacis qui peuvent répondre à vos questions. Si vous avez des problèmes de vue ou des problèmes médicaux qui font que vous ne pouvez pas être pilote, sachez qu'en fait, les pilotes, ils ont besoin de plein d'autres personnes pour les aider. Et que donc, du coup, il y a plein d'autres opportunités dans l'armée de terre pour vous aussi, si ça vous intéresse, d'être dans la latte et d'être au cours de ces sujets. Et donc, du coup, n'hésitez pas à aller parler avec des ambassadeurs pour découvrir ces autres métiers, savoir ce qui s'y passe et pourquoi pas rejoindre la LAT, l'armée de terre, de manière plus générale. En tout cas, on vous souhaite des belles rencontres, des beaux échanges et on vous donne rendez-vous après l'été pour de nouvelles aventures passionnantes avec d'autres militaires de l'armée de terre qui vont vous raconter leur parcours, qui vont vous raconter leur mission et qui vont vous ouvrir les portes de cette belle institution. Merci à tous, à très vite. Ce sera disponible dès demain en replay. Merci, merci Mallory. Merci Émilie et merci à tous pour vos questions et à bientôt en ligne, sans doute. À très vite, merci.